La peine de mort, en réalité, ce n'est rien d'autre que la peine capitale. C'est l'extrémité de la peine qu'une juridiction puisse prononcer ici au Niger. Depuis l'avènement de l'indépendance, donc juste au sortir de l'indépendance en 1961, lorsque le premier code pénal a vu jour au Niger, code pénal qui a été pratiquement calqué sur le code pénal français. Donc, dans ce code, il y a autant de dispositions qui condamnent ou qui prévoient des peines de mort. Donc, au début de l'indépendance, cette peine était appliquée tant bien que mal, parfois au gré du politique, parce que pour rappel, au-delà de la prononciation, du prononcé de la peine, pour qu'une peine de mort puisse être exécutée, il faudra que le président de la République signe l'acte. Il faut que le président de la République donne son autorisation. Au-delà de tout ce qu'on connaît comme aspect juridique, comme aspect judiciaire, le juge prononce une peine. Si la personne n'est pas d'accord, la personne peut, par exemple, en matière criminelle, lorsque la cour d'assises prononce une peine de mort, la personne a le droit de former un pourvoi contre cette décision. Donc, en cas de pourvoi, la décision, selon les circonstances, peut être cassée par le juge suprême ou confirmée. Et si c'est cassé, on revient au niveau d'une autre cour, de la cour d'assises, mais maintenant autrement composée. C'est pour vous dire que c'est après tout ce processus de recherche de vérité, lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, là, la décision devient ce qu'on appelle exécutoire. Et c'est à ce moment que le président de la République peut, par décision, autoriser l'exécution de la peine de mort. Et selon le code pénal, c'est un peloton qui sera mis en place, ce qu'on appelle un peloton d'exécution. Et c'est la vérité judiciaire en fait qui permet d'ôter la vie à une personne. On va dire, mais comment se fait-il que de l'autre côté, l'État qui protège la vie, de l'autre côté, retire aussi la vie? Bon, c'est la loi, malheureusement. Mais là, la question qu'on se pose, depuis un certain temps, le commun des mortels se demande, mais est-ce que cette infraction existe? La question a droit de citer, parce que les dernières exécutions au Niger remontent dans les années 70. Donc, une juridiction peut prononcer une peine de mort, mais si le président de la République, qui est un homme politique, ne donne pas son autorisation, cette peine ne peut être exécutée. Parce que c'est son autorisation qui autorise à mettre en place le peloton d'exécution qui va exécuter cette peine. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un processus qui est là. Et le code pénal, depuis un certain temps, a certes changé. Par exemple, en 2003, si j'ai bonne mémoire, la révision fondamentale de 2003, parce que si vous vous rappelez, en 2003, il y avait eu autant de criminalité, particulièrement à Niamey. Il y avait des vols suivis de viols, surtout ce phénomène-là. Donc là, particulièrement en 2003, le législateur a révisé le code pénal. Et la révision fondamentale, c'est que maintenant, le vol suivi de viol est assorti de peine de mort. D'autre part, c'est pour freiner les délinquants. Mais est-ce que cette peine peut freiner les délinquants? Donc aujourd'hui, l'entretien portera sur la peine de mort. Et c'est une manière de porter à la connaissance des uns et des autres que cette peine existe toujours dans notre ordonnancement juridique. Parce qu'à regarder juste le code pénal, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 20 infractions. Je vous dis bien plus de 20 infractions pour lesquelles une personne peut se retrouver dans ce cadre. Par exemple, pour ce qui est, si une personne est poursuivie pour un mouvement insurrectionnel, donc mouvement insurrectionnel, quelqu'un qui a le dessein ou qui a déjà engagé un processus de déstabilisation d'un régime légalement établi. Le meurtre, par exemple, d'un magistrat, d'un fonctionnaire citoyen chargé d'une mission de service public, par exemple pour le crime de génocide, pour le crime contre l'humanité, pour la castration, le meurtre accompagné ou suivi d'un autre crime, l'enlèvement d'un mineur, s'il a été suivi de la mort du mineur,
l'aliénation de la liberté de plusieurs personnes, le vol précédé ou suivi de viol. Il y a le vol commis avec violence, ayant laissé des traces de blessures ou de contusions. Il y a le détournement d'aéronef, suivi de mort de plusieurs personnes. Il y a le meurtre d'une personne jouissant de la protection diplomatique. Il y a l'attentat terroriste à l'explosif ayant entraîné des morts. Tout ça, c'est des infractions pour lesquelles la peine de mort est prévue par le législateur. Et de l'autre côté aussi, il y a par exemple le détournement de deniers publics. Lorsque le montant dépasse 200 millions, c'est la peine de mort que le législateur a prévue. C'est pour vous dire que cette peine existe depuis longtemps. Mais seulement, c'est le défaut d'exécution qui fait en sorte que les gens ne sont pas toujours informés de la situation. Et à côté de l'existence de cette peine, le commun des mortels ou des gens, il y a une mouvance qui se demande, mais est-ce que cette peine est constitutionnelle? Nous, par exemple, ou je dirais moi, par exemple, je fais partie de ces gens-là qui pensent que cette peine est inconstitutionnelle. Parce que de l'autre côté, il y a l'article 12 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à la vie. Nul n'a le droit et l'État a l'obligation absolue de la protéger, de protéger la vie de la personne. Mais de l'autre côté, dans le code pénal, qui se trouve être des normes inférieures à la Constitution, il y a cette peine de mort. Mais là, on a eu l'occasion de présenter cette question à la Cour constitutionnelle. Et la réponse de la Cour, c'est que le droit à la vie, consacré par l'article 12 et l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, impose à l'État non seulement de s'abstenir de donner arbitrairement la mort. C'était ça en fait. Donc pour le juge suprême, en l'espèce la Cour constitutionnelle, c'est que l'État se donne juste le droit ou disons l'obligation de ne pas donner arbitrairement la mort, mais également de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes placées sous sa juridiction. Donc, pour le juge suprême, toutes les fois que c'est dans un procès, dans un cadre bien déterminé, qu'une juridiction décide d'ôter la vie à la personne, donc en l'occurrence condamner la personne à mort, c'est conforme à la Constitution. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il y a l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est ratifié par le Niger, qui dit, je vous cite, « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Ça, c'est le point 1 du dit article. Le point 2 nous dit, dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Donc, on se retrouve dans une situation où de l'autre côté, on dit que tu as droit à la vie, l'État a l'obligation de protéger ton droit à la vie. Et de l'autre côté, on se retrouve dans une situation où on dit, dans certaines situations, pour les cas des crimes les plus graves, on peut ôter la vie à la personne. Mais là, la question qu'on doit se poser, et c'est une question fondamentale, parce que là, c'est une convention internationale, qu'en est-il de cette convention internationale et de la Constitution? Parce que on se retrouve dans une situation où c'est comme si, bon, il y a des normes internationales qui sont là, ratifiées par le Niger, mais de l'autre côté, on est là, comment faire? Et pour rappel, en 2014, plus précisément en octobre 2014, le Parlement nigérien a eu à adopter un moratoire tendant à l'abolition de la peine de mort. Donc ce moratoire juge que les États s'engagent à ne pas exécuter les sentences de peine de mort. Mais déjà, nous, je le disais depuis les années 70, le Niger s'était retrouvé dans une situation de non-exécution des peines de mort. Parce que depuis fort longtemps, vous allez vous retrouver dans une situation où des personnes ont été condamnées à mort, mais le président de la République décide, de par son pouvoir discrétionnaire, qui est celui de gracier les gens, il décide de commuer
les peines de mort en emprisonnement à vie. Si vous prenez par exemple le décret de remise de peine, c'est le décret de 2016, à l'article 3 du dit décret portant remise gracieuse de peine, que tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie. L'autre alinéa, tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à 30 ans d'emprisonnement. Donc c'est pour vous dire que, de l'autre côté, les juridictions appliquent la loi, qui est parfois dans certaines situations de condamner à mort. Les juridictions prononcent ces peines de mort. Et si la décision est devenue définitive, le seul recours, c'est que le président de la République peut, de par son pouvoir discrétionnaire, permettre à la personne de se retrouver dans une situation où la peine ne sera pas exécutée, où on commet ça à peine d'emprisonnement à vie. Et si la personne a de la chance, les années à venir, par d'autres décrets, la personne peut se retrouver dans une situation de condamnation à une peine de 30 ans. Donc, vous allez lire le décret de 2016, le décret de 2017 portant remise gracieuse de peine, le décret de 2018 et le décret de 2019. Tous ces décrets portant remise gracieuse des peines parlent de commutation de peine de mort à peine d'emprisonnement à vie. C'est pour vous dire qu'on est dans une situation où la loi est là, mais que faire? Parce que, pour rappel aussi, la peine de mort, l'objectif, c'est de dissuader les délinquants. Mais depuis un certain temps, les statistiques des études criminologiques ont démontré que la dissuasion ne porte pas assez de fruits. Parce que la preuve, beaucoup d'États américains aujourd'hui se reculent pour l'application de la peine de mort. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires qui se commettent dans cette situation. Et c'est un chemin de non-retour en fait. Parce que si aujourd'hui on décide d'exécuter une peine de mort, et si demain on voit la vérité, parce que n'oublions pas que c'est la vérité judiciaire, et si demain on trouve la vraie vérité, qu'allons-nous faire? C'est des situations qui se sont posées, dans plusieurs situations. On s'est retrouvé dans une situation où une personne a été condamnée à mort, la peine a été exécutée, mais par la suite, on s'est retrouvé avec la vérité. Et on est déjà dans un chemin de non-retour parce que la peine a été exécutée. Donc c'est pour vous dire que... Et de l'autre côté, surtout avec nos États où parfois l'appareil judiciaire ne répond pas aux attentes des standards internationaux. Donc vraiment, nous pensons que le processus est déjà lancé parce que le simple fait d'adopter un moratoire tendant à la non-exécution de la peine de mort, ça reste juste un pas tendant à l'abolition de la peine de mort. Et dès que la peine de mort sera abolie, toutes les dispositions que je venais de vous citer là, qui existent dans le code pénal, qui sont plus de 20, seront caduques et voire révisées.